Bonjour. Le déclin de la France. Le thème n'est pas nouveau. On pourrait même dire qu'il est ancestral, tant notre vieux pays a connu dans sa longue histoire des hauts, puis des bas, des victoires, des défaites. Elles étaient généralement militaires. Aujourd'hui, le champ de bataille s'est déplacé vers l'économie. Et force est de constater que la France ne figure pas dans le peloton des gagnants de cette nouvelle forme de guerre économique que nous a imposée la mondialisation. Il y a un an, nous recevions Jean-Pierre Chevènement pour son livre au titre provocateur « La France est-elle finie ?» En ce début d'année, un grand industriel lui répond qu'elle risque bien d'être finie si elle ne choisit pas son modèle dans un ouvrage au titre tout aussi fort « La France doit choisir ». Jean-Louis Beffa, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un pur produit de l'élitisme républicain, un X-Mine qui, après un passage à la direction des carburants, a intégré en 1974 un grand groupe privé, Saint-Gobain-Pont-à-Mousson. Vous allez y faire toute votre carrière en gravissant les échelons et en traversant les aléas politiques, nationalisation, privatisation. En 1986, vous prenez à l'occasion de la privatisation les rênes de l'entreprise succédant à Roger Fourroux. Vous ne les lâcherez plus jusqu'en 2007, où vous passez la main pour l'opérationnel à Pierre-André Chalandard, tout en gardant pour 3 ans la présidence du conseil d'administration. Vous aurez passé 37 ans chez Saint-Gobain. C'est un bail digne de figurer dans le Guinness des records, je crois. Alors, depuis 2010, vous avez un peu plus de temps. Vous en consacrez toujours à la ROP, l'opéra, car vous êtes un passionné d'opéra. Mais vous passez aussi un peu de temps à New York et en Asie, puisque Lazare vous a coopté comme senior advisor pour vous occuper de la partie Asie. Et ce temps récupéré, vous l'avez aussi utilisé l'année dernière pour écrire un ouvrage qui se veut la synthèse de vos expériences. La France doit choisir, c'est d'abord un manuel pour comprendre les évolutions de notre monde et les forces en présence. Pour vous, alors la mondialisation s'est organisée autour de 4 grands modèles que vous passez en revue. Alors on va commencer par le modèle qui se veut ou se voulait dominant, le modèle libéral financier. Alors qu'est-ce que vous entendez par là et qui en fait partie? Bien, écoutez, c'est le modèle en effet qui était celui que l'on mettait en œuvre si on écoutait les conseils de l'OCDE, les conseils du FMI, les conseils de la Commission de Bruxelles. C'est un peu le consensus de Washington, quoi. Oui, c'est également ce qu'on appelait le consensus de Washington, c'est-à-dire les bons conseils qu'on donne aux États pour qu'ils développent au mieux leur économie. De quoi s'agissait-il? Du libéralisme financier. C'est-à-dire d'abord le libéralisme complet dans le domaine des biens et des services, chose sur laquelle, pour ma part, je suis d'accord. Mais également le libéralisme complet dans le domaine du capital, et encore plus que le libéralisme, la primauté de l'actionnaire. Et de l'actionnaire, au fond, quelle que soit son action, qu'il soit court-termiste, que ce soit un actionnaire activiste, spéculateur, n'étant rien critiqué dans le système libéral financier. L'actionnaire a toujours raison. Et c'est ça qui me gêne. Et j'ai constaté, tout simplement, qu'un certain nombre de pays ne choisissaient pas ce modèle. Car le choix d'un modèle ou d'un autre, c'est la décision d'un État. C'est le cadre juridique qu'il fixe aux entreprises, et c'est notamment ce cadre qui donne plus ou moins de pouvoir à l'actionnaire dans la gestion après de l'entreprise. Alors ce modèle libéral financier, c'est le monde anglo-saxon, essentiellement. Ensuite, le modèle, vous parlez du modèle commercial industriel. Donc c'est un autre modèle. Alors, absolument. Alors celui-ci... Et ce modèle, c'est depuis notamment la crise de 2008 qui avait d'une certaine façon marqué l'apogée dramatique dans les erreurs du modèle libéral financier que nous avons aujourd'hui les progrès visibles de l'autre modèle, c'est-à-dire le modèle industriel et commercial. Quel pays incarne ce modèle? D'abord, je crois qu'historiquement, il a été incarné par 2 pays, en Europe, l'Allemagne, et dans le monde aussi, le Japon. Mais de façon nouvelle, et sans doute extraordinairement importante, 2 pays ont également adopté ce modèle. L'un qui n'est qu'uniquement un pays de 60 millions d'habitants, presque comme la France, avec des succès industriels formidables, la Corée, et enfin la Grande Chine. Voilà pourquoi le monde aujourd'hui change. En fait, 4 grands pays, dont 3 sont en Asie, et ce qui explique d'ailleurs les excédents
commerciaux et de balance des paiements de l'Asie du Sud-Est, essentiellement. C'est évidemment la mise en œuvre de ce modèle industriel commercial. Alors, quelles sont les grandes lignes de ce modèle industriel commercial? D'abord, c'est un modèle centré sur une volonté d'unité nationale, de coopération entre tous les partis au service du pays. Et ensuite, c'est une volonté d'avoir un excédent du commerce extérieur. Pourquoi? Parce que cet excédent est le symbole que ce pays est capable de faire des produits que le monde extérieur achète et il leur vend en quantité supérieure à ce que eux, dans le pays, sont obligés d'acheter. Et donc c'est un symbole d'indépendance nationale. Et puis ensuite, en accumulant ces excédents, eh bien, également, on accumule une situation financière de très bonne qualité et on ne dépend pas du monde extérieur, même pour la gestion de ces banques. Alors, on continue ce panorama de la mondialisation. Troisième modèle, vous appelez le modèle rentier. Oui, ça c'est assez simple à comprendre. C'est le modèle des pays qui d'abord et avant tout ont la chance d'avoir sur leur territoire de l'énergie ou des matières premières. C'est donc le modèle du Moyen-Orient et c'est aussi le modèle russe. Sa grande caractéristique, c'est bien entendu d'abord d'être un modèle exportateur avec beaucoup de devises. Mais ce qui est important, c'est de voir ensuite ce que ces pays-là font de leurs excédents commerciaux. Le plus souvent, ils ne s'en servent pas toujours pour un seul développement économique. Ils veillent surtout au maintien des entreprises qui sont les entreprises représentatives de la rente. En Russie, par exemple, les grandes entreprises comme Gazprom dans le gaz, les entreprises pétrolières. Et ils s'en servent essentiellement pour avoir une influence d'ordre politique et non pas, d'abord et avant tout, pour une diversification industrielle du pays, qui serait assez logique. Mais il s'agit surtout et essentiellement de la rente pétrolière, parce que les autres matières premières, on voit... Disons qu'il n'y a pas de pays aujourd'hui complètement représentatif d'une rente autre. Mais quand on voit un pays comme le Chili, d'une certaine façon, le Chili est un pays mixte, mais le cuivre, et notamment le rôle désormais des relations entre le Chili et la Chine, est aussi un exemple d'un autre pays de grandes caractéristiques rentiers. Maintenant, le Chili est aussi industriel, lui. Alors, dernier modèle, vous appelez le modèle autocentré. Voilà, le modèle autocentré, c'est le modèle au fond, de deux pays, essentiellement l'Inde et le Brésil. Quelle est la caractéristique de ce modèle? D'abord, ce sont des pays démocratiques. Ce sont des pays extrêmement vastes qui attachent, disons, leur priorité à leur développement interne et, si possible, à un développement aussi équilibré. Et c'est là, d'ailleurs, où souvent, pour eux, le bas blesse. Donc, c'est leur première priorité. À l'inverse, ils ne considèrent pas qu'un excédent du commerce extérieur est la priorité numéro 1 de l'action. C'est-à-dire, non, maintenant le Brésil, grâce à ses matières premières, est tombé en excédent. C'est pourquoi je miserai davantage en ce moment sur la situation du Brésil. L'Inde, à l'inverse, ne fait pas cela. La deuxième caractéristique de ces pays, qui explique d'ailleurs pourquoi ils ont une difficulté dans le commerce extérieur, c'est l'insuffisance des infrastructures. Et l'insuffisance des infrastructures est largement donnée à une efficacité qui est par exemple infiniment moindre que la Chine en raison du caractère extrêmement démocratique malgré tout de ces pays par rapport à la Chine. Oui, c'est démocratie et démographie. Démocratie et leurs défis et la démographie, alors que la Chine, avec son régime autoritaire, a maîtrisé son développement démographique avec la politique de l'enfant unique et a donc permis que le développement économique fasse monter le niveau de vie d'une population qui, évidemment, augmente bien moins que l'Inde. C'est la même chose aussi pour les autres pays du modèle commercial industriel, l'Allemagne et le Japon, qui sont des pays vieillissants avec des très faibles taux de natalité. Voilà, mais c'est aussi leur défi. Je pense que le Japon, par exemple, ne va pas aussi mal qu'on le lit parfois, mais je pense que le Japon est aujourd'hui un modèle qui arbitre trop en faveur de sa population âgée, par rapport à sa population de jeunes. Mais je trouve qu'effectivement, c'est assez intéressant d'introduire la démographie dans ces catégories parce que ça joue un rôle clé. Et le fait que l'Inde, le Brésil soient des pays avec une démographie importante et en même temps des pays qui n'accumulent pas les excédents, face à des pays vieillissants, qui, eux, accumulent les excédents, ça introduit une dimension importante. Oui, ça introduit une dimension importante et le point important, c'est la Chine.
Par exemple, la Chine, qui aujourd'hui est clairement très mercantiliste, Oui. va-t-elle devenir un modèle hybride, partiellement autocentré, avec le développement de la consommation interne, avec peut-être une mise en cause un peu de la politique de l'enfant unique, pour ne pas avoir une population trop vieillissante? Le devenir de la Chine ouvre la voie, et je l'indique dans mon livre, d'une possibilité de mutation vers un modèle un peu plus autocentré qu'aujourd'hui. Ça va être le débat et peut-être les enjeux de la prochaine direction du Parti communiste. Hein. Absolument, c'est certainement le débat. Je sais par exemple, pour en avoir parlé avec certains experts qui travaillaient, que le futur leader communiste, par exemple aussi, travaillait à une croissance économique chinoise qui pourrait être extraordinairement économe en énergie, en matières premières. Vous voyez la façon dont en Chine, on forme les dirigeants du futur. Oui, oui. Alors, parlons un peu de l'Europe. Et d'abord de la championne du modèle libéral financier, c'est-à-dire le Royaume-Uni. Et vous écrivez, à un moment donné, en 2007, l'Europe était anglaise. Oui, parce que ça, c'était le triomphe du modèle libéral financier, et tout le monde trouvait que l'Angleterre, le pays des traders, le leader de ce qu'on appelait les innovations financières, était le pays qui était dominant un peu en Europe. Et il est clair que les pensées anglaises, que ce soit dans le domaine de la politique de la concurrence, inspiraient fondamentalement beaucoup d'axes de la politique européenne, en tout cas pour la Commission. Alors, ce qui m'a frappé aussi, c'est que vous analysez la situation de la Grande-Bretagne aujourd'hui et de la City, et vous dites qu'on assiste depuis la crise à un déplacement très net de la finance mondiale vers le monde asiatique. Et c'est effectivement un risque majeur pour la City. Oui, parce que d'abord, l'Angleterre a un très fort déficit commercial. Oui. Et elle est obligée de le combler par des entrées d'argent. C'est l'argent qu'on lui donne à gérer. Et donc, le défi pour l'Angleterre, c'est de continuer à devenir le centre fondamental de la gestion de l'argent mondial. L'Angleterre, aujourd'hui, son avantage compétitif, c'est d'être le pays qui fournit les services haut de gamme aux riches de toute la planète. C'est d'autant plus facile que cette classe de population, milliardaire, si je puis dire, de la planète, parle anglais. Et par conséquent, de toute façon, ils sont heureux d'aller à Londres. Alors, je crois que le monde financier, avec un décalage par rapport au monde industriel, est aussi en train de basculer vers l'Asie. Et si je voudrais simplifier à l'extrême, je vois le centre nerveux, Wall Street, éventuellement peut-être un jour être Shanghai. Je vois le centre des services, Hong Kong, remplacer Londres, oui. Et je vois Singapour remplacer la Suisse. Alors je crois que pour Singapour, ça a déjà commencé. Mais pour Hong Kong aussi. Oui, pour Hong Kong aussi. HSBC a de plus en plus d'activités. HSBC a de plus en plus d'activités, de plus en plus gérées par des Chinois plutôt que des Anglais. Et puis l'Angleterre tente absolument de garder son rôle, d'où la façon dont elle se réjouit de pouvoir faire maintenant être un centre qui fera du trading du renminbi. Oui. La montée du renminbi en tant que monnaie mondiale, qui pour ma part me paraît être presque inévitable, mais se fera par étapes assez longues, menace évidemment aussi fondamentalement le dollar. Et l'Allemagne. Alors l'Allemagne, ce modèle rénan que vous connaissez bien, hein, vous en parlez abondamment. Est-ce que vous pensez que l'Europe est vouée à devenir une Europe sous leadership allemand? Oui, vous savez, et c'est d'ailleurs ce que je dis. Je crois d'abord que l'Europe doit exister. Je crois que le maintien de l'euro est la meilleure chance pour les pays principaux européens, de l'Europe continentale bien sûr, d'avoir un avenir solide, et pour une raison très simple. Puisque le pays qui au fond aurait le choix est l'Allemagne. Vous savez que je rencontre très fréquemment des industriels allemands, et maintenant je me suis absolument convaincu par ces contacts que l'Allemagne ne voudra pas jouer toute seule. Chaque fois qu'un grand patron allemand, ou d'ailleurs un grand patron français, va à Pékin, il comprend très bien que désormais, la voie d'un pays européen tout seul est impossible. Et par conséquent, il va falloir accepter de nouveaux compromis pour faire masse. Et pour faire masse, le meilleur, c'est la complémentarité entre la France et l'Allemagne.
Je prêche évidemment pour la réindustrialisation de la France, Alors, oui, mais je pense qu'on n'y arrivera pas parfaitement. Et par conséquent, pour l'Europe, je suis pour une Europe franco-allemande, une Europe clairement à deux vitesses et dont le noyau central, franco-allemand, puis sans doute évidemment Espagne et Italie, irait vers un modèle fédéral. Une Europe à deux vitesses. Oui. Ça veut dire quoi, l'Europe? Mais ça veut dire qu'on fera d'une part l'Europe, qu'ont toujours voulu les Anglais, on le maintiendra, les 27, 28, etc. L'Europe du libre-échange de biens et de services, mais pas ce que veut la City du point de vue du capital. C'est d'ailleurs le message qu'on leur a clairement envoyé récemment. Et je crois que cette Europe, par contre, fera des politiques communes. Elle peut le faire dans le domaine social, elle peut le faire dans le domaine de la recherche-développement, suivant, au fond, le modèle industriel commercial, c'est mon souhait, et également une rigueur économique que l'Allemagne nous inspirera. Alors, on va reprendre tous ces points. La France, vous dites, a dérivé dans les années 90-2000 vers le modèle libéral financier. Ce qui n'était pas obligatoire. On pouvait penser que nous, on a eu un modèle commercial industriel. On a eu, vous le savez bien, un modèle industriel commercial, et c'est ce modèle industriel commercial qui représente un effort volontariste extraordinaire, qui nous a donné le premier succès, c'est Airbus actuel. Ensuite, c'est quand même Arianespace qui est stupéfiant, puisqu'on a une part de lancement de satellites qui paraît étonnante face à la NASA, avec ce que représentent les Américains même, et puis aussi, bien sûr, le nucléaire. Donc la France a ses atouts résultant, au fond, de l'effort industriel et commercial du général de Gaulle et du président Pompidou. On a viré au modèle libéral financier, au fond, pour deux raisons. La première raison, c'était que nous commencions à accumuler des dettes et il fallait le financer par les investisseurs institutionnels internationaux. Et de ce point de vue-là, il fallait donner des gages de bonne conduite libérale. Et donc la France a changé ses textes pour placer les entreprises françaises sur une beaucoup plus grande dépendance de l'actionnaire. La deuxième chose, c'est qu'une partie de la France croyait très sincèrement que le modèle libéral était la façon, et la seule, de moderniser la France. Et elle n'a pas cru à ce moment-là que le modèle industriel commercial était la bonne voie. Et dans ce camp-là, il y avait notamment l'essentiel des cadres dirigeants du ministère des Finances et pour une large part des dirigeants du Parti socialiste qui adoptaient l'attitude de Tony Blair, c'est-à-dire le meilleur, c'est un modèle libéral et ensuite on compense. Social-libéral. Socialement, social-libéral, exactement. Tandis que moi, je suis pour une économie sociale de marché comme les Allemands. Oui, cette vision libéralo-financière a abouti à la disparition d'une bonne partie du tissu industriel. Mais c'était finalement voulu, même si on ne l'a pas clairement explicité à la population. Je pense que le fait que de toute façon il y ait des industries qui sont inadaptées en France à la concurrence mondiale est un phénomène qui est un fait et qu'il faut accepter. Le volet qui a manqué, c'est que le système libéral financier n'a pas poussé à développer en France les industries qui, comme en Allemagne, sont compétitives et exportatrices à partir de salaires de niveau au fond comparable. Car je ne crois pas, contrairement à ce qu'on dit, que le principal problème français soit la compétitivité salariale. Oui, c'est vrai que ces derniers temps, on a perdu du terrain face à l'Allemagne. 15% sur 10 ans à oui, peu près. Oui, une dizaine de pourcents peut-être. Mais que ce terrain-là, il va falloir le regagner par une plus grande rigueur en France également. Mais ce n'est pas le point fondamental vis-à-vis du monde extérieur. À mes yeux, le vrai problème, c'est au fond l'innovation et la possibilité pour cela d'avoir des politiques à long terme. Une des grandes caractéristiques du modèle industriel et commercial, ce sont des actionnaires de long terme qui donnent une grande priorité à l'innovation plutôt qu'à des résultats financiers immédiats. Et ce sont des actionnaires dans la durée. C'est typique au Japon. Quel est le devoir d'un président japonais? Ce n'est pas le rendement pour l'actionnaire de son action. C'est de préparer pour son groupe des métiers du futur dans lesquels on investit souvent 15 ans à l'avance. Voilà ce à quoi répond un président de société japonaise. Nous en sommes bien loin aujourd'hui en France, sous la pression pour les présidents français de la demande des investisseurs anglo-saxons. Mais ça a été l'internationalisation aussi du capital, notamment des grandes entreprises.
Oui, Et le rôle des fonds d'investissement qui ont racheté les entreprises, oui, les ont revendues. oui, etc. mais l'expérience nous montre que dans le même contexte, les Allemands arrivent à maintenir leur modèle. Pourquoi? Parce que le centre de décision allemand n'est pas la toute-puissance de l'Assemblée générale. Le centre de décision allemand est le conseil d'administration, qui est un lieu de confrontation de 3 points de vue et d'arbitrage de ces points de vue, les propositions des dirigeants, qui ont beaucoup de continuité, bien sûr les actionnaires, et enfin, et ça c'est une spécificité allemande, les syndicats. Et la présence des syndicats fait qu'en Allemagne, dans les grands groupes, quand on réfléchit à développer un nouveau métier, eh bien on fait un choix stratégique d'un type de métier dont une part significative des emplois restera en Allemagne. Oui, c'est le Standort Deutschland, et on privilégie effectivement la zone de production en Allemagne, quitte à délocaliser les sous-ensembles. Oui, parce qu'il faut bien voir que la coopération des syndicats allemands, où on nous dit mais pourquoi les syndicats allemands acceptent à certains moments des salaires beaucoup plus faibles que ne le demandent les syndicats français, c'est qu'il y a une contrepartie qui n'existe pas en France et qui n'est pas dans la philosophie du modèle libéral financier, c'est que la stratégie des entreprises intègre l'intérêt national et la création d'emplois sur le sol national. Oui, mais ça, je crois que c'est un point fondamental. Et c'est ce qui explique qu'effectivement, la finance dite internationale n'a pas, et vous l'expliquez bien dans votre livre, n'a pas réussi à pénétrer finalement le tissu allemand. Oui, et également aujourd'hui, vous voyez, il y a tout ce mouvement un peu d'indignation qui est, dans certains pays, c'est ce mouvement des indignés espagnols, dans d'autres, c'est ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, et je pense que c'est un vrai problème aux États-Unis. Les entreprises ont énormément d'argent, il y a un niveau de chômage aux États-Unis qu'on n'a jamais vu, et les entreprises américaines, malgré tout cet argent, n'investissent pas sur le sol américain. À ce moment-là, je pense qu'il y a une vraie contradiction très importante entre le sentiment national et, à l'inverse, une politique qui n'est basée que sur la primauté actionnariale. Alors, les choses commencent à évoluer quand même. Vous voyez, aux États-Unis, le débat commence à émerger sur la relocalisation, comme chez nous, d'un certain nombre d'activités, notamment dans les hautes technologies. Et c'est le patron de Intel qui a lancé le mouvement il y a 1 an et demi. Et là, Obama essaye effectivement d'obtenir qu'un certain nombre de groupes relocalisent du manufacturing, de l'assemblage sur le territoire américain, ne serait-ce que pour améliorer la balance commerciale américaine. Évidemment, mais pour l'instant, ce mouvement est faible. Par contre, il faut dire que les États-Unis ont récemment réussi un mouvement majeur qui aide leur balance commerciale, c'est le développement d'une source d'énergie considérable sur le sol américain, le gaz de schiste. Oui. Et ça, pour la France, c'est un problème qu'il faudra rouvrir. Oui, parce que pour le moment, on l'a complètement enterré. On l'a complètement enterré. Cela m'a d'ailleurs stupéfait de l'enterrer comme cela. Non pas qu'il ne fallait pas faire un moratoire. L'État de New York aux États-Unis a fait un moratoire, mais il est aberrant, alors que la France, on ne le sait peut-être pas assez, a les deuxièmes réserves de l'Europe, après les Polonais, et que ces réserves représentent des dizaines de fois le gisement de Lac. Et par conséquent, si on voulait faire quelque chose pour améliorer le plus facilement possible la balance commerciale française, ce serait d'avoir un programme de recherche et développement pour qu'on puisse exploiter les gaz de schiste d'une façon acceptable dans l'environnement. Avons-nous vu ce débat? Non. Eh bien, ce débat, il faudra le rouvrir après l'élection présidentielle. Oui, parce que les Chinois, eux, développent les gaz de schiste. Alors, les Chinois, ça va être aussi quelque chose de majeur, parce que tout le monde pétrolier a été extrêmement influencé par la croissance de la demande pétrolière chinoise. Or, je pense qu'on peut rentrer, et je vais souvent en Chine, je vois souvent les patrons des grandes entreprises pétrolières et gazières chinoises, et je pense que la Chine va avoir un développement majeur de ces gaz de schiste. Sans doute, elle a les plus grandes réserves mondiales, à part peut-être celle de Russie qu'on connaît mal, ou celle du Moyen-Orient, d'ailleurs possible aussi, dans les gaz de schiste. Donc, la filière énergétique, c'est effectivement un des atouts pour la France de demain qui doit choisir. C'est quelque chose, en effet, qui est essentiel. C'est pour ça que j'y consacre plus d'une page dans mon livre. Vous dites que l'un des atouts de la France, c'est l'art de vivre. Oui. Alors là, je pense que c'est le membre du Club des 100 qui... Non, l'art de vivre, c'est quelque chose qui a 3 volets à mes yeux. D'abord, c'est la préservation des paysages,
quand on voit nos côtes de Bretagne, par exemple, et qu'on voit à l'inverse les côtes d'Andalousie espagnole ou certaines côtes italiennes, il n'y a pas de doute qu'il y a là une spécificité française qui est un magnifique atout. La deuxième chose, vous l'avez dit, c'est la gastronomie, mais pas simplement la gastronomie des grands restaurants parisiens, mais également tout ce qui se passe sur chacun de nos terroirs. Le troisième, c'est la culture. Paris a le plus grand nombre de maisons d'opéra de la planète, sans doute, presque le plus grand nombre de théâtres. Chaque petite ville de France, l'été, a son festival, et cet ensemble crée ce qui est très important, notamment dans la vie de la province en France, c'est une façon de vivre qui est un immense avantage de la France. Maintenant, cet avantage, il faut le marchandiser. Oui, c'est-à-dire faire venir les touristes pour avoir des recettes. C'est-à-dire faire venir les touristes, vendre davantage de vin, de fromage, etc. Oui, enfin, le vin, s'il n'y a pas les interdictions de publicité, etc. Bon, mais vous voyez bien la critique que l'on peut vous faire. Est-ce qu'on ne va pas transformer la France en un pays de musée ? Est-ce que finalement, ce n'est pas le vieux rêve que pouvaient avoir certains Allemands d'avoir la France zone de repos du guerrier économique allemand? Oui, écoutez, là c'est une caricature parce qu'en même temps, dans mon livre, je prêche pour un retour, évidemment, de programmes industriels. Alors c'est ça. J'avais créé à la demande de Jacques Chirac, après un rapport pour une nouvelle politique industrielle, l'Agence de l'innovation industrielle, avec de nouveaux grands programmes ambitieux qui n'étaient pas décidés par l'État, qui n'étaient pas choisis par l'État. Ce n'était pas le modèle antérieur qui me semble en effet inadapté à la situation actuelle, mais c'était des propositions par les entreprises où l'État les aidait à prendre des risques. Il y avait d'ailleurs aussi des PME associées à ces programmes, ainsi bien entendu que les instituts de recherche qui peuvent exister dans les universités au CNRS, mais il y avait une contrepartie. La contrepartie, c'était de faire la recherche et les productions sur le territoire national. En un mot, c'était inciter à faire les types de programmes que fait naturellement l'Allemagne. C'est-à-dire, vous prenez le deal, mais le deal, oui, effectivement, c'est donnant-donnant. Oui, le deal est donnant-donnant, et c'est là où je critique quelque chose qui, de toute façon, a été bien et sûrement adapté aux PME, c'est le crédit impôt recherche, oui, dans la mesure où je pense qu'il est trop allé, d'ailleurs d'une façon trop large, et qu'il faut le concentrer, un, sur l'industrie, parce que c'est elle qui fait le commerce extérieur, deux, sur l'industrie exportatrice. Si nous concentrions là-dessus, nous pourrions aussi dégager des sommes d'argent qui aujourd'hui sont trop données à ce qu'on appelle des industries ou des secteurs abrités, pour le concentrer, en plus aussi, dans des programmes ambitieux. Alors ça, c'est la distinction que vous faites entre les métiers régionaux et les métiers internationaux. Oui, il faut bien l'expliquer. Les métiers régionaux sont les métiers dans lesquels chaque entreprise est en concurrence avec des gens comme elle. Par exemple, pour Saint-Gobain, la distribution des matériaux de construction ou le plâtre qui ne se déplace pas. Dans ces métiers-là, le problème, c'est qu'ils ne sont pas exportateurs. Or, on constate que les très grandes entreprises françaises qui ont de magnifiques succès sont des entreprises dans ce type de métier. Bien sûr, elles ne le font pas dans un seul pays, c'est pour ça que je les appelle des entreprises multirégionales, mais la France ne finit que représenter 12% et elle n'exporte pas. Et donc, on a cette contradiction française d'avoir de très belles entreprises françaises et d'avoir un pays en difficulté. Parce que les secteurs dans lesquels beaucoup de grandes entreprises françaises, les Saint-Gobain, les Air Liquide, sont des leaders, ne sont pas des secteurs exportateurs. La faiblesse française, ce sont les industries exportatrices. Alors, comment on fait pour réanimer ce courant à l'exportation? Étant entendu que ces grandes entreprises, le CAC 40 essentiellement, exercent effectivement son activité au niveau mondial, mais n'exportent plus à partir du territoire français. Non, je pense qu'à ce moment-là, on fait exactement la voie que j'avais proposée dans l'Agence de l'innovation industrielle. On leur dit, elles vous prêtent, le cas échéant d'ailleurs, à développer un nouveau métier. Saint-Gobain peut développer le métier du solaire, ce qui est d'ailleurs ce qu'elle fait pour une large part, à condition que l'État les aide à cela, qu'il y ait une aide à la recherche, une fiscalité avantageuse dans ce cas-là, pour les inciter, ces entreprises, à développer des métiers exportateurs. Et donc, là encore, en effet, c'est du donnant-donnant. Certains programmes de parti disent qu'il faut faire une fiscalité plus forte sur les grands groupes et plus faible sur les PME. Je crois que le problème n'est pas là. Il faut faire une fiscalité qui avantage l'exportation. Voilà l'axe qu'il faut avoir. Le problème de la fiscalité des grands groupes, vous le savez bien, c'est qu'effectivement, le CAC 40 paye très peu d'impôts en France. Hein. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un système qui fasse que
ceux qui investissent régulièrement en France, notamment dans la recherche, effectivement, soient aidés sous forme de moins d'impôts, qu'en revanche, ceux qui n'investissent pas en France, eux, payent réellement de l'impôt, sous une forme de contribution sur le chiffre d'affaires. Techniquement, c'est quelque chose qui est parfaitement faisable. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'il y ait la volonté politique des priorités. Il faut de savoir si le futur président, le futur gouvernement aura comme priorité ce qui me paraît celle qui est indispensable. Un, l'industrie, parce qu'en effet, c'est elle qui exporte. Et deux, au sein de l'industrie exportatrice. Si on a cet axe et qu'on fait les réformes dans cette direction, eh bien, évidemment, je crois que la France ira mieux. Eh bien, Jean-Louis Beffa, merci. Merci.